Bienvenue dans toutes les France. La pratique religieuse peut-elle empêcher le plein exercice de la citoyenneté? Débat aujourd'hui avec nos invités. Tariq Ramadan, vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à l'université britannique d'Oxford. Vous avez publié récemment un ouvrage intitulé L'islam et le réveil arabe, publié aux éditions Presse du Châtelet, dont nous allons parler dans un instant. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Mohamed Ali Hadraoui, vous êtes chercheur enseignant à Sciences Po. Vous êtes l'auteur d'une thèse sur le salafisme que vous allez soutenir dans quelques jours. Merci infiniment d'être avec nous. Merci à vous. De l'autre côté du plateau de toutes les France, monsieur Xavier Lemoine, vous êtes maire UMP de Montfermeil. Est-ce que vous êtes porte-parole de la candidate Christine Boutin? De surcroît, oui. Absolument. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vos côtés, monsieur Yvan Rioufol, vous êtes essayiste, éditorialiste au quotidien Le Figaro. Vous êtes animateur du blog Liberté d'expression, auteur notamment de l'ouvrage intitulé À la recherche du peuple perdu, et un ouvrage à paraître en janvier aux éditions Presse universitaire de France qui analysera la crise de la société française, qui va aussi être l'objet de cette émission. Tariq Ramadan, votre ouvrage « L'islam et le réveil arabe », vous tentez de nous dire que finalement, nous n'avons pas justement analysé les choses de ce côté-ci de la Méditerranée et que ces peuples étaient déjà capables de se réveiller auparavant et que finalement, le rôle alloué à l'islam est mal analysé. Oui, bon, ce que j'essaye de faire, c'est de placer les choses dans leur séquence historique récente, en mettant en évidence que ce réveil des peuples, les ingrédients qui étaient en Tunisie et qui étaient également en Égypte concernant la fracture sociale, la paupérisation, la dictature et la corruption, étaient présents, et qu'à un moment donné, on s'est posé la question de savoir est-ce que c'était des mouvements islamistes ou est-ce que c'était d'autres types de mouvements. On s'est rendu compte que les débuts de toutes ces mobilisations n'avaient rien à voir avec l'islam politique, que c'était des jeunes et puis ensuite des populations entières qui se sont réveillées. Mais c'est plutôt des soulèvements plutôt que des révolutions. Oui, c'est des soulèvements. Mais la preuve en est aujourd'hui, c'est que quand on voit, à l'exception de la Tunisie qui a évolué sur le processus démocratique, les choses sont bloquées en Égypte avec le rôle de l'armée, bloquées dans tous les autres pays, le Yémen, la Syrie, le Bahreïn. On a aujourd'hui, et même la Libye, on ne sait pas ce qu'il va advenir. Donc ce que j'essaye de mettre en évidence, c'est que parfois dans notre lecture, on a, pour ne pas parler d'islam politique au départ, oublier que c'était des peuples majoritairement musulmans, mais qu'ils aspiraient aux mêmes choses que nous, c'est-à-dire à la démocratie, à la liberté, à la dignité. Et s'ils aspirent aux mêmes choses que nous, pourquoi votent-ils, quand il y a des élections libres, pour la tendance islamiste du pays? Pour plusieurs raisons. Je pense qu'en Tunisie, il y a une légitimité historique d'Ennahda qui était dans l'opposition et qui s'est fait torturer pour avoir été dans l'opposition. Et puis il y a une autre chose qu'on voit apparaître en Tunisie, mais qui est déjà apparue en Turquie, à savoir que malgré l'imposition d'un processus de sécularisation, la référence islamique est restée très prégnante. On le voit avec l'AKP qui gagne les élections, les 3 dernières élections, et qui... Donc ce n'est pas seulement parce qu'ils ont été torturés, alors? C'est pas seulement parce qu'ils ont été torturés, c'est plusieurs raisons. L'une de ces raisons est celle-ci. L'autre raison, c'est parce que ce sont des peuples qui veulent se réconcilier avec une histoire et avec une mémoire. Et que ma thèse aujourd'hui dans ce livre-là, c'est qu'il faut absolument, pas simplement en Occident, mais aussi dans les sociétés majoritairement musulmanes, qu'on sorte de la polarisation laïque d'un côté et islamiste de l'autre. Parce que les deux tendances réussissent à se justifier mutuellement sans rentrer dans un travail d'autocritique. Les laïcs en disant « vous êtes des théocrates et c'est l'islamisme et nous sommes le progrès proche de l'Occident, mais parfois ils sont coupés du peuple et parfois ils ont soutenu des dictatures, même si ce n'est pas le cas de tous. » Et d'un autre côté, les islamistes instrumentalisent parfois la religion en disant « nous sommes la référence religieuse » et ils se légitiment contre la laïcité ou contre la sécularisation. Et aujourd'hui, à mon sens, il doit y avoir une troisième voie qui est celle de savoir réconcilier un référent éthique avec un vrai processus de démocratisation transparent, ouvert, pour l'égalité de droits de tous, et en particulier les acquis et des femmes, et des hommes, et des minorités qui doivent être améliorés dans ces sociétés-là. Mohamed Ali Hadraoui, ce référent éthique, pour reprendre le terme de Tariq Ramadan, semble aujourd'hui très présent dans certains quartiers, dans certaines banlieues françaises. Vous avez participé à ce rapport intitulé Banlieue de la République, dont l'auteur est Gilles Kepel, et vous faites le constat d'une pratique religieuse musulmane grandissante dans ces quartiers.
Il est vrai que la pratique religieuse est importante. Elle est structurante pour ce qui est de la morale au quotidien de beaucoup d'habitants. La seule chose qu'il faut tout d'abord dire avant de commencer à entrer plus en détail dans le sujet, c'est qu'il n'y a pas de lecture pathologique du religieux à avoir. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes qu'ils se retournent vers la pratique religieuse et vers le référent islamique, par exemple. Ce sont des phénomènes qui sont beaucoup plus complexes. Par exemple, mais le fait est qu'il y a beaucoup de problèmes économiques, sociaux dans ces quartiers où le référent religieux devient de plus en plus important. Oui, mais ce n'est pas une variable explicative. C'est un constat. La visibilité du religieux, elle est liée à différents facteurs. Il est vrai, il ne faut pas le nier, que lorsqu'on vit dans une ville cloisonnée géographiquement, lorsqu'on est éloigné par exemple de la ville de Paris, de la capitale, du fait d'un système de transport déficient, parce que le niveau de chômage est très important, parce qu'on constate des problèmes d'éducation, des problèmes de sécurité, il est vrai que pour certaines personnes, ça peut induire une lecture du religieux, une lecture de l'islam qui peut se faire contre eux et nous. Ça, c'est un discours qui est revenu parfois. Cette lecture est erronée selon vous? Elle peut s'appliquer à une certaine petite partie de la population. Ce qu'on constate, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus le religieux de ce point de vue-là neutre. Le religieux, c'est ce qu'en font les gens. C'est-à-dire que, par exemple, on peut parler de certaines personnes qui vont retourner les stigmates qui procèdent donc de discrimination, de cloisonnement géographique, de problèmes d'éducation contre ceux qui sont censés être les auteurs de ces stigmates, ça c'est vrai. Et à ce titre-là, la religion, l'islam, peut devenir un moyen de retourner la critique et de retourner le racisme et la discrimination, c'est vrai. Mais pour la plupart des gens, c'est une foi au quotidien qui est vécue sur un mode paisible, c'est une foi qui est vécue sur un mode même banalisé. Donc l'islam fournit un référent moral au quotidien, il n'est pas forcément la cause ou la ressource sur laquelle va se structurer le cloisonnement. Xavier Lemoine, vous pensez à peu près le contraire de ce que vient de dire Mohamed Adraoui. Vous pensez qu'effectivement, la pratique religieuse est plutôt source d'incapacité d'intégration, de facteurs empêchant la cohésion d'une communauté, y compris une communauté communale. On va éviter d'être dans le binaire. Oui. Et sur ce qui vient d'être dit, effectivement, l'alibi de l'enclavement des difficultés sociales est un alibi qui ne tient plus, puisque les phénomènes que l'on pouvait observer en précurseur sur les cités dites sensibles s'observent de la même manière et de manière croissante sur, je dirais, le tissu pavillonnaire, et donc où l'alibi social des difficultés et autres ne peut plus être évoqué. Alors c'est plus clair, ça veut dire que la pratique religieuse est présente également dans les quartiers plus... Absolument, absolument. Et oui, proportionnellement, si on prend un cas emblématique et que j'entoure de précautions, qui est celui de la burqa, proportionnellement, j'ai plus de burqa dans le tissu pavillonnaire auprès d'une classe moyenne polyglotte travaillant dans l'import-export qu'auprès des quartiers populaires en difficulté sociale. Et comment vous l'expliquez donc ça ? Je l'explique par effectivement une réappropriation volontariste de la part de ces personnes qui se réapproprient une histoire, qui se réapproprient une identité et qui sont suffisamment nombreuses pour pouvoir, je dirais, s'organiser en relative autarcie économique, culturelle, associative, politique selon les scrutins, on participe pas. Mais comment on fait pour s'organiser en autarcie dans une commune de la République, avec les lois de la République? Parce que les communautés sont suffisamment importantes pour que le tissu économique puisse subvenir aux besoins de la communauté. Voilà. Donc c'est très divers selon, si je parle de la communauté malienne, ce sera différent de la communauté turque. Ils ne paient pas les impôts, ils ne vont pas travailler? Non, je ne vais pas dire, c'est pas ça que je dis. Oui. Parce que l'autarcie, j'ai un problème avec l'autarcie. C'est pouvoir vivre économiquement sans avoir de contact avec l'ensemble de la société. Non, mais pour vivre économiquement, il faut travailler, il faut des ressources. Elles viennent d'où ces ressources? Elles viennent d'entreprises qui appartiennent à la communauté. Mais des entreprises qui sont pas créées dans un droit venu d'ailleurs, c'est le droit français quand même. Oui. Non, vous faites semblant de non, j'essaie de comprendre. Ou je suis vraiment pas clair cette fois-ci. Autarcie, c'est un peu à côté du système. C'est tout à fait. Or, les entreprises sont créées dans le système, avec le droit du système, sauf et que travaillent... D'accord. Ok, le droit français est respecté dans la création de l'entreprise, sauf que les salariés de l'entreprise sont exclusivement d'une communauté et les bénéficiaires des services de l'entreprise sont quasi exclusivement ou principalement d'une communauté. Et c'est comme ça. Qui est quelle communauté donc?
on va dire, par exemple, c'est les Turcs, la question du bâtiment est, j'irais, présente, ou la confection. Ensuite, vous avez d'autres communautés qui s'organisent différemment. C'est très variable et les Pakistanais ne raisonnent pas de la même manière. Donc, ils ont même mis sur certains secteurs économiques, dans votre commune en tout cas. Mais ça ne me gêne pas. Mais ce que je vois, c'est qu'au lieu que le monde économique soit un lieu de brassage au niveau des salariés et au niveau des contacts que l'entreprise peut avoir, les communautés sont suffisamment importantes pour générer par elles-mêmes un chiffre d'affaires en termes d'alimentation, en termes d'habillement, en termes de besoins de bâtiments, etc. Et c'est un bénéfice ou un handicap pour la commune que vous dirigez? Moi, je vois le constat et je vois que le poids des communautés est suffisamment forte numériquement et dans un accroissement extrêmement rapide, notamment sur des départements comme la Seine-Saint-Denis, pour que ce phénomène-là s'amplifie. Le seul, le seul avantage que j'ai vis-à-vis de l'étude qui a été faite et sur lequel je ne récuse pas le constat, et au contraire, je trouve que ça a été très bien fait. Sur les analyses, on peut diverger. C'est que j'ai 25 ans de recul sur la Seine-Saint-Denis et que je vois en 87, quand je suis arrivé, dans quelle situation nous étions, je vois comment les choses ont évolué et se sont précipitées ces dernières années, et il est facile, je dirais, de faire quelques projections, ne serait-ce que démographiques, pour dire que le phénomène va s'amplifier. Donc la photographie instantanée, je ne la récuse en rien, on peut diverger sur certaines analyses, mais ce qui serait encore plus intéressant, c'est de voir d'où on part, où l'on est, et où vraisemblablement on risque d'aller si les choses continuent ainsi. Voilà. Yvan Rieffol, vous faites le même constat que Xavier Lemoine? Il y a une recrudescence du religieux dans ces quartiers? Excusez-moi de me citer, mais le constat, je l'ai fait en 2007, en écrivant La fracture identitaire. Je ne suis pas sociologue, mais je suis journaliste, je regarde mes contemporains et je regarde la vie des gens, et je voyais bien, il suffit de regarder pour voir ce qui se passe. Donc je ne découvre rien naturellement, et il est une affaire entendue de constater qu'une concentration de population venue d'extra-européenne augmente naturellement le repliement identitaire, et c'est ce qui se passe. Je voudrais revenir sur ce que disait M. Tariq Ramadan, parce que je suis d'accord avec l'analyse qu'il fait de ce qui se passe dans les pays maghrébins en l'occurrence, de ce réveil identitaire, de ce réveil culturel, mais je voudrais vous faire remarquer que c'est exactement ce qui se passe un peu partout dans tous les autres pays du monde, et notamment en Europe, et notamment en France également. Moi j'ai applaudi, je trouvais très intéressant ces mouvements de printemps arabe, qui étaient des mouvements d'un peuple qui voulait redevenir maître de son destin, en l'occurrence, qui voulait se réaffirmer dans sa culture arabo-musulmane. Et ce que l'on ne voit pas bien aujourd'hui, c'est qu'il se passe ce même phénomène-là aujourd'hui, en France notamment, avec des Français qui découvrent, sidérés, qu'ils n'ont pas eu la maîtrise de leur destin et qui veulent également se rattacher à leur culture judéo-chrétienne, en l'occurrence. Oui. Et donc il y a là une contradiction à vouloir, d'un côté, reconnaître sa propre culture dans ces pays d'origine, mais vouloir la connaître également dans les pays où ces communautés se sont également vouloir la connaître ou l'imposer dans votre... Implantées en minorité, non pas en majorité, parce que je vous ai entendu parler des pays majoritairement musulmans. Je pense que vous vouliez dire des pays minoritairement musulmans, comme la France. Non, là, je parlais du livre, c'était sur le réveil arabe. Donc je parlais du Moyen-Orient et de l'Afrique. En tout cas, je crois que notre débat, d'abord, c'est un débat sur la place de l'islam dans la République, dans le fond. Il ne faut pas la peine de tourner autour du pot. Et ce débat-là doit être permis. Surtout la pratique, parce que... Oui, sauf que ce débat, jusqu'à présent, n'a pas été possible. Il y a encore, en mars dernier, ce débat a voulu être posé par la République, et vous avez participé, M. Ramadan, à une pétition demandant la suspension de ce débat que vous trouviez insultant, vous et d'autres, et également des personnalités de gauche, d'ailleurs, qui s'étaient retirées. Sur l'identité nationale? Non, c'était sur la place de l'islam. J'ai regardé à nouveau l'intitulé avant de venir de cette pétition du Nouvel Observateur. Il y a une volonté de la part de l'UMP d'organiser un débat en dehors du cadre du débat de l'identité nationale. Je ne veux pas de procès. Je dis simplement qu'il faut que ce débat... C'était confondre le débat sur la laïcité avec le débat sur la place de l'islam. Non, c'était un débat sur la place de l'islam. Et ça a été déplacé vers la laïcité. C'était un débat sur la place de l'islam dans la République. Et ce débat-là doit être posé sans avoir à supporter les oukases de racisme dans l'islamophobie. D'accord, alors évitons les oukases, comme vous dites. Et posons le débat, puisque vous dites qu'il n'est pas assez posé. L'islam pose un problème. Voilà. Alors, quel problème? L'islam pose le problème d'être à la fois et une religion et une idéologie. La religion est éminemment respectable, naturellement. Ça ne rentre pas dans ma critique. Et d'ailleurs, il y a énormément de musulmans qui se sont intégrés dans la République française. Mais l'islam n'intégrera la République française que si les musulmans le décident. Et si les musulmans ne le décident pas, et en l'occurrence, c'est ce qui se passe avec ces repliements religieux, ce que vous avez décrit, alors là, vous arrivez à une fracture et vous arrivez à peut-être même voire à un affrontement entre communautés. Et donc, il faut raisonner, il faut réfléchir sur ce phénomène-là et se dire que l'islam n'a pas à exiger des règles dérogatoires. Elle est dans une république laïque. Sur lesquelles, qui a été très désagréable avec la culture catholique depuis Voltaire jusqu'au petit Père Combe, et il faut que l'islam accepte les critiques, qu'elle veuille bien entendre les critiques quand elles débordent du domaine privé.
Mohamed Ali Hadraoui. Là, je crois que le problème, c'est la confusion, parce que, bon fait, je ne crois pas que dans le rapport ou dans l'étude, on ait parlé de fracture identitaire. À aucun moment. Non, mais je ne parle. Non, la fracture identitaire, c'est moi qui Oui, en non, parle. mais, ce sont deux études différentes alors. Mais Je n'ai pas dit que c'était vous, je Non, me mais, suis cité moi-même. On pourrait penser, parce qu'ensuite vous passez sur les affrontements entre communautés que vous craignez. Enfin, je ne suis pas sûr qu'avec les Chishuba, on ait vu des risques ou des germes d'affrontements entre communautés. Les réalités sont bien plus complexes. Monsieur le maire parlait